Comment ça va YouTube? Récemment, j'ai fait une vidéo pour expliquer les institutions de la République française et comment elles pourraient être améliorées, et surtout quels sont les problèmes de notre régime actuel. Sauf que j'aimerais beaucoup aborder un autre sujet avec vous, c'est l'histoire de notre régime politique français, qui est toute particulière et il faut revenir dessus. Alors je vais volontairement esquiver le sujet de la Première République et du Premier Empire, parce que ce sont des sujets qui ne nous intéressent pas énormément dans le cas où nous, ce que l'on veut, c'est comprendre les clivages politiques modernes à l'aide de l'histoire. Sauf que là, dans le cas du Premier Empire et de la Première République, les clivages politiques étaient assez flous, les républicains n'étaient pas tous d'accord sur ce qu'ils voulaient faire de la France et de la démocratie française. C'est pour ça que je vais passer dessus et je vais aller directement droit au but en commençant mon résumé avec la Restauration et donc Louis XVIII. La Restauration française est une période peu connue et je trouve cela dommage parce que on est à une période clivante de l'histoire de la politique en France. C'est-à-dire qu'il y a un premier clivage gauche-droite qui se forme vraiment. Il y a la gauche qui était libérale, c'est-à-dire qui voulait plus de liberté économique, qui voulait un rôle du roi moins grand et qui voulait surtout le capitalisme et l'instauration d'un régime économique moderne. Tandis que la droite, elle, est plutôt conservatrice, adepte du corporatisme économique, c'est-à-dire une société où patron et employés sont main dans la main et avancent ensemble. Ils sont aussi en général contre la colonisation, alors que les libéraux sont beaucoup plus favorables, et les réactionnaires ou la droite à l'époque est plutôt anti-parlementariste, ce qui va poser beaucoup de problèmes avec la Restauration. La Restauration, parlons-en. C'est un régime qui est édifié par la charte de 1814. Cette charte, écrite par le roi, est chargée en réalité d'encadrer les institutions libérales que le peuple français voulait conserver. Le peuple français voulait conserver un minimum de liberté. Et de quoi est faite cette charte? Alors, dans cette charte, l'équivalent de la Constitution, nous retrouvons la création de deux assemblées, l'Assemblée des pairs et une autre assemblée qui est une chambre des députés qui, elle, est élue par contre au suffrage censitaire. C'est-à-dire que le suffrage censitaire, c'est un suffrage où seuls les plus riches peuvent voter. Tandis que le suffrage universel, c'est quand tout le monde peut voter sans distinction de richesse. Ensuite, nous parlons de la Chambre des pairs. Alors, cette Chambre des pairs, c'est un petit peu une des exigences de Louis XVI, de Louis XVIII, pardonnez-moi, parce que Louis XVIII voulait quand même avoir un pouvoir législatif et va donc décider de créer une chambre, c'est le début du bicaméralisme, comme on l'appelle, et cette deuxième chambre est nommée par le roi à vie, c'est-à-dire que tous ses membres sont nommés et donc il n'y a pas d'élection. C'est ce qui permet en général d'avoir des membres conservateurs et c'est un peu l'ancêtre de notre Sénat actuel. Cette période elle n'empêche assez complexe à regarder de notre point de vue actuel parce que c'est assez dur aujourd'hui de s'imaginer un monde où il faut payer pour pouvoir voter. Mais à l'époque c'était tout à fait normal et le sens, c'est-à-dire l'impôt qu'il fallait payer pour voter, était très élevé et va être rabaissé par la suite. Sous Louis XVIII, je vais passer vite, mais le but va être vraiment de ne pas ensauvager la société. Le but va être vraiment de trouver un compromis entre tous les membres de la société, les libéraux et les réactionnaires, et ça va être la création de ce qu'on appelle le mouvement doctrinaire, c'est-à-dire des personnes un peu ni de gauche ni de droite, c'est l'ancêtre des macronistes réellement, qui souhaitent conserver la charte telle qu'elle est avec les quelques droits libéraux qu'elle accorde au peuple, et en même temps qui reste assez réactionnaire avec par exemple le retour de l'Église catholique toute puissante et un roi qui a quand même pas mal de pouvoir. Et cela va beaucoup changer avec Charles X. Alors quand je vous dis qu'il y a eu un tournant avec l'accession au pouvoir de Charles X, je vous mens un peu parce que le tournant politique réel a eu lieu 4 années plus tôt, en 1820, avec la mort du duc de Berry, plutôt son assassinat. Alors le duc de Berry, pour faire bon, Stéphane Bern, c'est le fils de Charles X, enfin, qui s'appelait encore Charles avant d'accéder au pouvoir.
Donc cette personne, Charles Ferdinand, duc de Berry, est l'avenir de la monarchie. S'il n'y a pas de descendance, les Bourbons vont s'éteindre tôt ou tard. Alors ça va vraiment poser beaucoup de problèmes quand il meurt en 1820 sans descendance masculine. Les ultras vont avoir très peur et la droite va alors avoir une poussée dans les résultats électoraux et en 1820 la Chambre, plutôt l'Assemblée nationale, Chambre des députés, est à majorité de droite. Et oui, les doctrinaires sont battus aux élections et donc ce sont désormais la droite qui a le pouvoir et ainsi donc le duc de Richelieu. Donc ça, c'est déjà un point qui montre que le régime était déjà ultra avant l'arrivée au pouvoir de Charles X. Pour ce qui est du duc de Berry, ne vous en faites pas, il a une descendance. En fait, sa femme à ce moment-là était enceinte et elle a fini par accoucher de Henri V, Henri qui a été surnommé Henri V parce que certains pensent qu'il a régné après la mort de Louis-Philippe. Mais ça, c'est une autre histoire, on verra ça après. En réalité, l'accession au pouvoir de Charles X va quand même provoquer un virage net parce que, je vous explique, à l'époque, c'était pas la Chambre des députés qui avait le monopole des lois, de la proposition de loi, mais le roi, c'est-à-dire que le roi pouvait seul avoir l'initiative de la loi. Donc c'était un petit peu lui le patron, le big boss. Et là, ça va être Charles X qui va arriver au trône et il va implémenter une politique réellement autoritaire. Il va par exemple limiter la liberté d'expression dans la presse, il va se faire sacrer à Reims pour montrer son absolutisme royal et va indemniser les nobles qui ont été virés de leur propriété foncière après la Révolution française. C'est notamment pour ça que de nombreux descendants de nobles sont aujourd'hui membres de l'aristocratie et de la bourgeoisie française. Donc, mais ça c'est une autre histoire. Attends. Mais cette politique royaliste et ultra va vite avoir ses limites, notamment lorsque Charles X va utiliser son droit de dissolution de la Chambre des députés en 1830. Cela va beaucoup déplaire à la population parisienne qui, le 27, le 28 et le 29 juillet 1830, vont s'insurger et dégager Charles X du pouvoir. Ça va être alors son premier fils, Louis d'Angoulême, et non pas Charles Ferdinand, vu qu'il a été assassiné, qui va prendre le pouvoir. Sauf que Louis XIX n'est pas trop prêt à devenir roi, et après 40 minutes de signature d'un décret, il décide de renoncer au trône. Oui, c'est un règne plutôt court, on va dire comme ça. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même pour la monarchie. La dynastie Bourbon n'avait plus beaucoup d'avenir et ce sont les libéraux qui allaient pouvoir prendre le pouvoir. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée. La prochaine fois, on parlera de la monarchie de Juillet, qui est en fait le régime suivant après la Révolution et les Trois Glorieuses. On parlera aussi de l'instauration d'une véritable gauche républicaine, c'est-à-dire de l'ancêtre de la vraie gauche actuelle. Et on verra aussi les différents clivages qu'il peut y avoir entre clivage de la rue et clivage des urnes, comme on peut l'appeler. En tout cas, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à la liker. Je ne le répéterai jamais assez, je sais. En tout cas, j'espère que vous appréciez toujours mon contenu et n'hésitez pas vraiment à partager. C'est très important pour que la communauté s'agrandisse parce qu'on est très peu nombreux, ça se voit même avec notre nombre d'abonnés actuel, 15. En tout cas, allez, ciao! J'ai pas passé mon bac, de toute façon j'allais rien faire avec. J'ai appris que les chiffres et les lettres, mais j'aurais pu être très bon élève. Faut croire en ses rêves et de les confier aux autres, c'est une grosse erreur.